RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour amis de RCN, la radio du Plateau 2 est sur 90.7, Facebook et aussi en podcast. Et voilà, c'est Françoise qui anime aujourd'hui avec Jean-Luc Osson. Bonjour Jean-Luc, toujours présent, toujours parfait. Et j'ai le plaisir d'accueillir les membres d'une institution bien connue et pourtant bien utilisée au quotidien quand on dit « si c'est ça, je vais au prud'homme ». Mais c'est quoi en fait les prud'hommes ? Donc pour vous en parler, j'ai avec moi deux invités prestigieux. Mais comme le sont tous mes invités, comme ça voilà, c'est fait, c'est dit. Tous mes invités, donc, une avocate en droit du travail, maître Antrigue. Bonjour. Maître, bonjour. Et monsieur Lenoy, juge des prud'hommes, côté salarié, je crois. C'est ça, côté salarié. Bonjour tout le monde. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour le public. Alors, je vous laisse vous présenter l'un après l'autre. Qui êtes-vous ? Quelle fonction ? Comment on arrive au prud'homme en tant que professionnel ou non professionnel pour... voilà. Présentez-vous l'un et l'autre, si vous voulez. Honneur à maître. Bonjour, donc Laurence Antrigue, avocat à Nancy depuis 25 ans, avec une activité dominante donc en droit du travail, plus particulièrement pour assister donc les salariés devant le conseil de prud'homme, Nancy ou partout en France. Je peux me déplacer et donc j'assure la défense des intérêts. Donc pour arriver au métier d'avocat, la faculté de droit, puis l'école d'avocat, qui est une école spécifique qui s'ajoute donc aux 5 années de droit qu'il faut faire antérieurement pour apprendre spécifiquement ce métier de défense devant les juridictions françaises. Spécialisé en droit du travail. Alors, il ne faut pas employer le terme spécialisé, parce que chez nous, c'est très réglementé. On a une profession réglementée, donc avec beaucoup de règles. On doit... Mais oui, mais bien sûr, mais c'est pour ça que c'est candide. C'est bien sûr. La spécialisation, c'est vraiment une mention spécifique chez nous que, par exemple, moi, je n'ai pas, qui est un diplôme spécifique qu'on doit demander et obtenir. Mais en revanche, on a le droit de déclarer ce qu'on appelle une activité dominante, à partir du moment où on consacre l'essentiel de notre temps à un contentieux particulier. Voilà ce qui est mon cas pour le droit du travail. Ben d'accord, moi comme ça j'ai encore appris quelque chose. Et monsieur Launoy ? Alors monsieur Launoy, qui est donc au départ, on va dire novice dans la profession, vu que ce n'en est pas une, j'ai découvert Ce qui n'est pas une profession, c'est juge des prud'hommes. Oui, c'est ça, juge des prud'hommes, ou conseiller prud'homal, pour être plus précis. Ce n'est pas une profession, c'est quelque chose que l'on découvre quand on commence, puisqu'on part de zéro. Moi, j'ai un autre métier dans la vie de tous les jours. Je suis éducateur spécialisé, encore en activité. Et il y a maintenant 15 ans, je me suis lancé dans l'aventure, entre guillemets, par conviction, mais aussi pour représenter un certain nombre de valeurs. Et j'ai appris sur le tas, je me suis formé. On a eu énormément de formations donc, au travers du syndicat qui nous mandate, que je ne citerai pas ici. L'expérience peut-être a fait le reste, et maintenant, au bout de 15 ans, on peut dire qu'on commence à être un peu à l'aise pour effectivement résoudre quelques conflits ou quelques contentieux. Et qu'est-ce qui fait comment vous avez postulé, qu'est-ce qui fait que vous êtes recruté, qu'est-ce qui vous recrute ? Parce que les prud'hommes, j'ai vu, c'est sur le site .gouv, donc c'est un organisme public. Oui. C'est ça. Oui. Pourquoi vous alors ? Alors sans tout retracer l'histoire, les prud'hommes, c'est une institution qui date de, je sais pas, 1300 ou 1500 ou 1800 ans, enfin 1800, oui, année 1800, pardon. Ah oui, donc ça date, ça faisait long. effectivement. Mais je crois que le premier a eu lieu sous Saint-Louis en 1300 quelque chose. Donc bon, bref. D'accord, mais comment on y rentre en alors ? France, en tout cas, c'est une spécificité française. On trouve ça un peu nulle part ailleurs, j'allais dire. Et les compositions prud'homales sont faites de salariés et d'employeurs, à part égale et paritaire, pour traiter et juger d'affaires qui génèrent des contentieux. Et comment on postule alors ? On écrit « Bonjour, je voudrais être... » Non, pas du tout. On est mandaté par nos syndicats respectifs, syndicats employeurs et syndicats salariés. Ah d'accord, donc tous les conseils des prud'hommes, donc tous les membres du conseil des prud'hommes sont juge des prud'hommes, si je puis dire ça comme ça, tout le monde est pareil, oui. Le même titre, oui. Donc issu d'un syndicat. Voilà. D'accord. Et vous avez, parce que c'est votre métier ? Oui, c'est ça. En fait, quand vous démarrez dans la profession d'avocat, vous intégrez dans un premier temps un cabinet. C'est vrai que moi, le cabinet que j'ai intégré était spécialisé déjà en droit du travail. Donc c'est pour ça que je me suis fortement intéressée à ce domaine d'activité. Alors, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les conseillers prud'homaux étaient élus par les salariés. Oui.
Et en fait, l'État Ah français... oui, je me souviens que j'ai voté à une époque. Ouais, L'État ça a été français, fait. Exact. alors le taux de participation était particulièrement faible. Les salariés, malheureusement, et les employeurs d'ailleurs aussi, ne votaient pas suffisamment. Et donc, du coup, on a changé le mode et on est passé d'un mode électif à un mode désignation par les organisations syndicales. Et jusqu'à une période récente, c'était les représentants des salariés étaient élus par les salariés. Oui, je me souviens que j'ai un grand âge, c'est certain, mais je me souviens d'avoir voté. Effectivement, il y avait des listes. Voilà. Tout à fait. Et donc, alors vous, c'est je sais pas comment on dit, les clients, les personnes qui ont besoin d'un avocat qui vous sollicitent, Oui. donc qui vous choisissent. Voilà, je sais pas si vous avez. Alors techniquement, on peut choisir un avocat au hasard, on peut choisir un avocat parce qu'on connaît quelqu'un qui a déjà eu un litige et qui va vous dire tu dois aller voir maître untel parce que j'ai été bien défendu. Nous, quand on intervient pour des salariés, on peut aussi être recommandé par une organisation syndicale ou par des représentants du personnel qui peuvent déjà avoir eu affaire à nous et qui vont nous conseiller aux personnes qui recherchent un avocat. Après, vous avez des gens qui font l'annuaire et qui font... Oui, c'est ça. Et puis effectivement, et puis là, vous êtes sur le droit du travail plus spécifiquement, mais n'importe qui pourrait prendre un avocat, spécialisé en divorce ou en immobilier. Il n'y a pas de voilà. Non, c'est moins performant, je trouve. Moi, j'ai testé un truc à la con comme ça, si je puis dire ça comme ça. Pardon. Mais en tant qu'avocat, on n'a pas de barrière. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes avocat, vous pouvez aller devant tous les tribunaux. Le divorce, le conseil de prud'homme, le pénal, tout. En fait, c'est à l'avocat de déterminer s'il est en capacité de gérer le dossier que vous lui amenez. D'accord, ok. Moi, par exemple, vous m'amenez un dossier en droit administratif, je vais vous donner gentiment les coordonnées d'un confrère tout de suite parce que je ne vais pas le prendre. C'est bien aimable. Ça, c'est en tant que profession réglementée, ça fait partie normalement de nos obligations à l'égard des gens de les renseigner sur le fait de savoir si on est capable de le faire ou pas. Ça s'appelle une éthique aussi. C'est ça. Voilà, donc il faut avoir... Une déontologie chez nous. Voilà, oui, c'est ça. C'est un peu le même registre des vocabulaires. Et donc, et pour les... Vous, on ne choisit pas le conseil des prud'hommes, on arrive et c'est les gens qui sont là. C'est un conseil établi. Oui, c'est ça. À Nancy, on est une centaine. Je crois qu'on était 106 début janvier 25. Et il y a autant d'employeurs que de salariés qui prêtent tous les ans serment comme un juge officiel. Et pour le coup, et qui à partir de là exerce sur un mandat de 4 ans. Comme l'expliquait Maître Antrigue, maintenant c'est un mandat, donc c'est 4 ans. Et question idiote, on peut vous révoquer ? Enfin, pas idiote d'ailleurs. Je pense que oui. Alors, je dois dire que je n'ai pas étudié la révocation, c'est pas mon but. Les conseillers prud'hommes sont tenus à un certain nombre d'obligations au même titre que les magistrats professionnels. Oui. Donc si jamais ils devaient être pris en ne respectant pas leurs obligations, par le procureur de la République et le président du tribunal, ils peuvent. Oui, donc c'est une institution qui est bien organisée, qui est vraiment dans un point gouv. Sur Internet, quand j'ai cherché, c'est un point gouv, effectivement. Donc c'est vraiment quelque chose... On va dire de sérieux. Ça, on est assujetti aux mêmes règles qu'un juge, un magistrat professionnel, déontologie, droit de réserve, pas parler des affaires en cours, etc. quoi. Et j'ai vu, alors, il y a donc, je ne sais pas si on dit 2 collèges, du coup, je découvre tout le vocabulaire. Un côté collège salarié, un collège employeur. On va parler de l'un à l'autre, parce qu'il n'y a pas des méchants patrons avec des gentils salariés. Enfin, des fois, c'est compliqué. Mais voilà, donc on va parler du côté salarié. Quel salarié peut saisir ? Alors, et comment ? Le conseil, le CPH, on va résumer ça comme ça, il se décline en 5... C'est quoi CPH ? Le conseil de prud'homme. Ah, d'accord. C'est pour pouvoir gagner on va gagner du temps, mais CPH, oui. Le CPH, conseil des prud'hommes, se découpe, on va dire, en 5 secteurs différents, pour que les gens comprennent bien, selon les catégories professionnelles. Donc, l'industrie est un secteur, le commerce en est un autre, l'agriculture est un petit secteur, mais c'en est un quand même. L'encadrement, donc tout ce qui relève donc des cadres, uniquement des cadres. Et le 5e, il s'appelle activités diverses. C'est en l'occurrence le mien et souvent le nôtre, où on met un peu tout le reste, qui n'est pas de l'industrie, pas du commerce, pas de l'encadrement et pas de l'agriculture. Mais les salariés, je crois que c'est que les salariés de droit privé. Salariés de droit privé, puisque si c'est public, ça va au tribunal administratif, je crois. Oui, parce qu'à ce moment-là, ça relève du statut de fonctionnaire ou des contractuels de la fonction publique. Et à ce moment-là, oui, c'est le tribunal administratif. Le conseil de prud'homme ne s'occupe que des salariés de droit privé. De droit privé, effectivement. Et des salariés détachés en France et qui sont de l'Union européenne, c'est ça ? Donc il peut y avoir des étrangers qui vous sollicitent ? Tout à fait, oui. D'ailleurs, c'est déjà arrivé, effectivement.
Hein, c'est dans les détails de le dire, mais dans les détails. C'est un détail, mais oui, tout à fait. C'est jamais collectif, c'est toujours individuel. Toujours un nominatif et individuel. Oui. Voilà, et ni les accidents du travail, ni les maladies professionnelles. Ça, c'est d'un autre registre. Ça, c'est le pôle social du tribunal judiciaire. Oui. Voilà. Anciennement, tribunal des affaires de sécurité sociale. Donc voilà, donc salarié de droit public. Privé. Privé, évidemment, je dis le contraire, ça c'est normal, effectivement. Et alors, ça porte, c'est quoi les doléances, en gros, un peu succinctement? Alors, si on reste sur les activités diverses, par exemple, parce que c'est là qu'on trouve pas mal d'exemples divers, pour le coup, on peut avoir je sais pas, le joueur de foot, comme le chanteur d'opéra, comme la nounou... Non, mais c'est quoi les plaintes? Ça porte sur quoi? Essentiellement, ça va être des réclamations salariales, c'est-à-dire des gens qui vont travailler, pas avoir été rémunérés, alors soit de leur temps normal, soit des heures supplémentaires. Des contestations de licenciement, des plaintes parce que les gens indiquent qu'ils sont victimes de harcèlement de la part d'un collègue, d'un supérieur hiérarchique, d'un employeur. Je pense que l'essentiel du dossier, ça va être ces 3 thèmes-là. C'est ça. La rémunération, la contestation du licenciement et le harcèlement. Je pense que ça doit représenter la majorité des procédures. Et comment on apporte les preuves alors? Il y a des preuves qui sont exigées ou alors tout peut servir à prouver? Alors, il faut toujours amener des preuves. Le grand principe qu'il faut savoir dans un procès, c'est que personne n'est cru sur parole. Ni le salarié, ni l'employeur. Et c'est pas parce qu'on est salarié qu'on va dire mais c'est forcément l'employeur qui ment et moi qui dis la vérité. Ça n'existe pas. Tout ce que vous dites doit être prouvé. Alors après, la preuve est libre, comme on dit en droit, c'est-à-dire que la preuve, ça peut être des attestations écrites de vos collègues de travail, ça peut être des mails, ça peut être des courriers, ça peut être même des SMS maintenant que vous pouvez retrouver, que vous avez échangés, qui peuvent justifier, par exemple, que vous avez travaillé plus que vos 35 heures. Ça peut être tout élément que vous pouvez avoir qui confirme la version que vous présentez devant le Conseil de prud'homme. On a des preuves à apporter, d'accord. Et il y a des délais, j'ai vu? Dans combien de temps on peut agir? Enfin, j'ai vu, c'est au moins 12 mois. On a au moins 12 mois. En fait, ça dépend de l'objet de la réclamation. Oui, ça dépend du domaine qui est touché, quoi. C'est 12 mois minimum, je crois, parce que c'est 3 ans, 5 ans, voilà, c'est ça. 12 mois pour le licenciement, 3 ans pour tout ce qui est réclamation de salaire et 5 ans pour ce qui est harcèlement, discrimination. Et il se trouve où, le tribunal La cité judiciaire, rue du Général Favier. Oui, c'est ça. Ouais. C'est près du Parc Sainte-Marie. Oui, l'intersection entre la rue du Général Favier et la rue. Oui. Vous avez quand même 2 lieux un peu antinomiques entre le Parc Sainte-Marie et puis... Voilà, les souffrances sont diverses, effectivement. RCN, les masques tombent. Eh ben, nous revoilà avec mes invités prestigieux du jour. Voilà. On va donc continuer. Comment on saisit matériellement le Conseil des prud'hommes? Alors, tout simplement en déposant une requête, une saisine au Conseil des prud'hommes et en se faisant assister ou pas par quelqu'un, donc défenseur syndical, avocat, quelqu'un de la famille, mais on peut très bien venir tout seul aussi après se représenter, s'auto-représenter. C'est une des spécificités. Et l'inspection du travail aussi, j'ai vu, qui peut venir, si elle a le temps, je sais pas. Non, en toute honnêteté, non. L'inspection du travail s'occupe plus des litiges collectifs qui vont concerner plusieurs salariés. Ils n'ont pas énormément de pouvoir sur des litiges individuels. D'accord, c'était ce que j'avais vu. Effectivement. Donc effectivement, vous allez sur Internet, vous allez au Conseil de prud'homme, vous pouvez récupérer un formulaire de saisine que vous devez remplir. Ça s'appelle une requête aux fins de saisine du Conseil des prud'hommes par un salarié. C'est ça. Et vous m'avez dit, les employeurs l'utilisent peu parce que ça passe généralement par leur avocat. Il y a déjà statistiquement peu d'employeurs qui saisissent le Conseil de prud'homme. Et quand ils le font à 99% par l'intermédiaire d'un avocat qui, lui, n'utilise pas le formulaire accessible, qui va avoir sa propre trame informatique pour saisir la juridiction. Alors, pour parler des employeurs quand même, j'avais vu, c'est très, très cadré, hein, abandon de poste, préavis non effectué, vol ou dégradation, effectivement, non-respect. Et il n'y a pas j'étais surprise, il n'y a pas de harcèlement du salarié vers l'employeur. Alors, c'est lié au fait que l'employeur a le pouvoir, dans le cadre de la relation de travail, de la rompre s'il estime que le salarié est fautif. D'accord. Donc, comme si l'employeur estime que le salarié a un comportement harcelant, il estime qu'il commet une faute dans l'exécution de son contrat de travail et donc il le licencie pour ça. D'accord. Mais il ne saisit pas la juridiction
prud'homal pour dire je suis victime de harcèlement de la part de mon salarié. Mais vous m'avez dit tout à l'heure, on en parlait un petit peu, enfin beaucoup, vous m'avez dit c'est parce qu'il a le pouvoir de licencier. Voilà. C'est-à-dire que on joue pas dans la même cour, quoi, je pourrais dire ça comme ça. C'est ça, exactement. Voilà, d'accord, ok. Ça coûte combien ? Parce qu'on va parler finances quand même. Alors, c'est complètement gratuit, entièrement gratuit. Et ça me fait penser d'ailleurs que quand on n'a pas été payé de son salaire suite à une tâche qu'on a effectuée pour quelqu'un, on peut en urgence demander à l'être. Ça s'appelle aussi les référés. Et on ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'est juste savoir que ça existe, quoi. Oui, c'est bien de le citer, effectivement. Oui. Et effectivement, la procédure est entièrement gratuite. Il n'y a pas de frais. C'est une des rares procédures où vous n'êtes pas obligé d'avoir une assignation avec un commissaire de justice qui intervient avec des frais. Les frais sont assumés par la juridiction. C'est elle qui convoque par lettre recommandée. Donc en fait, vous avez des frais si vous vous faites assister par un avocat et que vous rémunérez le dit avocat. Mais sinon, si vous vous défendez tout seul, la procédure peut être entièrement gratuite. Et concrètement, il y a beaucoup de plaintes. Vous êtes débordé de boulot ou alors qu'est-ce qui... je sais pas. Oui et non. On peut remarquer que ça a baissé quand même depuis quelques années avec l'introduction de ce que tout le monde connaît maintenant, la rupture conventionnelle, qui a participé à faire baisser le nombre d'affaires au prud'homme, le nombre de dossiers. Mais il en reste quand même pas mal, je dirais 800 à 1000 par an au niveau du CPH à Nancy. Hein, c'est de cet ordre-là. Ah oui, d'accord. Donc c'est quand même conséquent. Ouais. Pour 100 conseillers prud'homaux, vous m'avez dit. 100 conseillers dans les 5 sections que je citais tout à l'heure. Il faudra que je révise après parce que je ne me souviens pas de tout. Hein. Ça, c'est sûr. Oui. Non. Heureusement, on peut écouter l'émission en podcast. Donc, mais alors, on rémunère l'avocat qu'on a choisi et le conseil du prud'homme, c'est gratuit. Et quel dédommagement on peut obtenir ? Alors, je ne sais pas si... quelles sont les demandes les plus courantes, les plus fréquentes ? Après, quand on parle de salaire, c'est le salaire qui était convenu avec l'employeur. Quand on parle de contestation de licenciement, vous avez des indemnités de préavis, des indemnités de licenciement qui sont encadrées par le Code du travail ou par la convention collective, si vous êtes dans une activité où il y a une convention collective qui peut accorder une somme supérieure. Et après, si votre licenciement est considéré comme totalement injustifié, c'est prévu, alors les gens ont peut-être entendu parler sous la forme du barème Macron, puisque c'est M. Macron qui a fait une réforme à ce niveau-là pour fixer un barème minimal et maximal en fonction de l'effectif de la société et de l'ancienneté acquise par le salarié. C'est en mois de salaire. Et en fait, si votre licenciement est considéré comme injustifié, on doit vous accorder un dédommagement supplémentaire qui va être donc entre 1 et 20 mois de salaire selon l'ancienneté que vous pouvez avoir accumulée dans la société. Donc, il y a ce qui est dû plus une pénalité, quoi. C'est ça ? C'est ça. Des indemnités, je ne sais pas comment le vocabulaire. Oui, c'est ça. En fait, c'est basé sur un régime indemnitaire. C'est-à-dire que ce n'est pas censé légalement constituer une sanction. C'est une indemnité pour réparer le préjudice que la personne a subi suite à son licenciement. C'est pas une sanction, mais bon, on attend. C'est forcément censé être dissuasif pour empêcher un licenciement injustifié. Mais la base, elle est réparatrice d'un préjudice. Ça répare le préjudice. Mais c'est ça, oui. C'est comme pour un accident. Ouais, d'accord. Est-ce que ça se fait que le salarié licencié ou qui va au prud'homme réintègre son poste ? Ou que le tribunal dise, monsieur l'employeur, vous êtes sommé de reprendre dans son poste. Ça se fait, vous avez Tout à fait, ça se fait. Les prud'hommes ont le pouvoir là. Il y a des salariés qui nous saisissent, qui font des demandes devant nous, quelle que soit la demande, et qui sont encore en activité dans l'entreprise. Ça n'empêche pas. Tout est possible à ce niveau-là. Oui, après, la réintégration, elle est prévue dans certains cas par les textes. Et alors évidemment, il faut toujours que ce soit une demande du salarié, parce qu'on ne peut pas lui imposer d'y retourner s'il ne veut pas, mais il y a des cas de réintégration prévus par les textes, et sinon il y a des cas où le conseil de prud'homme peut le proposer. Alors, au risque et péril de tout le monde, parce que retourner travailler pour un employeur qui vous a licencié, ça doit créer une ambiance particulière. C'est un choix, mais il y a des gens qui le demandent. Je dois dire qu'on le propose pas souvent. Voilà, c'est ça. Et zut, j'avais une question, je l'ai oubliée. Voilà. Est-ce que les gens, est-ce que l'avocat peut dire non, n'y allez pas, ou le conseil des prud'hommes en recevant la lettre en disant non, n'allez pas apporter. On arrête l'affaire parce que vraiment vous allez perdre. Ça alors la réponse va être différente pour nous deux. C'est-à-dire que pour l'avocat, ça fait partie de notre travail. C'est-à-dire que si on reçoit quelqu'un et qu'on estime que ses demandes, ça ne veut pas d'ailleurs forcément dire qu'il a tort, mais s'il n'est pas en mesure de le prouver,
il fait partie de nos obligations de lui expliquer qu'il a de gros risques de perdre sa procédure. En revanche, le conseiller prud'homal, lui, n'a pas à avoir un avis sur la question. On prend toutes les demandes, on est censé les examiner toutes, ce qu'on fait. D'ailleurs, dans une phase de conciliation, donc dans un esprit de trouver une solution dans un premier temps, avant d'aller juger au fond l'affaire, quoi. Donc il arrive assez fréquemment quand même que l'on concilie, donc on trouve une solution avant d'aller plus loin, qui permet d'arrêter le dossier à ce moment-là. Alors concrètement, là on va être dans le concret, ça veut dire que vous accueillez la plainte, enfin ça s'appelle une plainte, la demande, voilà, vous accueillez la demande, voilà, accompagné ou pas comme vous dites, maître. Et alors, qui est-ce qui propose la conciliation ? C'est fait en public ? C'est fait comment ? Maintenant, décrivez-moi un petit peu concrètement comment ça se passe. Vous recevez la lettre, vous êtes sollicité, et maintenant, après, combien il y a de personnes dans la salle et tout ça ? Les deux parties sont convoquées, donc assez rapidement, enfin le plus rapidement possible. Ensuite, l'audience est à huis clos, donc on discute entre nous, j'allais dire, pour trouver une solution à toute ou à une partie de la problématique. Entre nous, ça veut dire qui alors ? Que les conseillers entre vous ? La greffière et les deux parties, donc employeurs et salariés. Ah, huis clos. Accompagnés d'avocats ou pas. Donc il n'y a pas de public qui assiste comme... Non. Ah, d'accord. Non, pour les audiences de conciliation, non. D'accord, donc c'est une petite pièce intimiste, effectivement. Il y a 4 juges, enfin 4 conseillers prud'homaux, deux pour le coup là. La greffière, l'avocat ou la personne qui accompagne, le salarié, et les deux parties. Oui, voilà. Et les deux parties. Il faut obligatoirement que les deux parties soient là. Oui, ou régulièrement convoqués et représentés. Oui. Enfin, voilà, bon, en donc, tout cas, que ça soit... donc il y a un résultat, ça marche bien, c'est fini. Et si jamais ça marche pas bien, si jamais ça se fait pas... On passe à l'audience de jugement. À une date plus loin alors. Oui, en général, un quelques temps après, 1 mois, 2 mois, ça dépend. Et là, alors, quand c'est pas la conciliation, c'est plus public, c'est huis clos aussi. Dites-moi comment ça se passe. Public. La place, la pièce, le nombre de personnes. L'audience devient publique, tout le monde est là. Donc là, il y a 4 conseillers prud'homales, 2 employeurs, 2 salariés, la greffière et les deux parties, donc représentées ou pas, en face de nous. Et là, les audiences sont publiques. Plus les spectateurs éventuels qui peuvent bien venir quand ils souhaitent. Il faut savoir que le principe de la justice, c'est que les audiences sont publiques. Parce que la justice est rendue au nom du peuple français. Donc les audiences sont publiques, sauf exception. Oui, sauf exception. Prévue par les textes. Voilà. Mais la base d'une audience, c'est que normalement, elle est censée être publique. Et un des parties peut demander à ce que ça soit, je ne sais pas comment dire, en huis clos, en l'occurrence. Ça existe effectivement en pénal ou dans des activités comme ça, ou quand il peut y avoir des personnes mineures qui vont être concernées. Au conseil de prud'homme, le problème se pose peu. Parce qu'il y a peu de dossiers qui ne peuvent pas être évoqués en public devant cette juridiction-là. Et alors, donc, qui est-ce qui intervient ? Parce qu'il y a donc quelqu'un parmi les 4 conseillers prud'homaux, il y en a un qui prend la présidence. Voilà. Je voudrais concrètement vraiment qu'on rentre dans la salle. C'est vraiment ça que je voudrais savoir. Très précis, tout est défini, cadré. Décrivez-moi. Il y en a 3 qui sont, on va dire, assesseurs. Il y en a un qui prend la présidence de l'audience. C'est celui d'ailleurs qui rédigera le jugement final après délibération. Puisqu'il y a des phases, donc une fois que ça a été plaidé, présenté, argumenté, apport de preuves, comme le disait maître, les 4 juges délibèrent, décident d'une solution ou d'une autre, accordent des sommes ou pas en fonction de leur décision, puis ensuite il faut mettre tout ça par écrit, ce qu'on appelle rédiger un jugement, qui prend aussi beaucoup de temps, et rendre ce jugement encore quelques semaines après l'avoir rédigé. Et il y a normalement 2 conseillers qui représentent les salariés, 2 conseillers qui représentent l'employeur. Et en fonction de quoi vous dites c'est le président qui est le président ? Ça alterne toutes les semaines. Ah d'accord, c'est mécanique si je puis dire ça comme ça. Prévu, c'est pas vous décidez entre vous, d'accord ? Non, c'est codifié, c'est prévu d'une année à l'autre. Puisqu'il y a aussi une présidence du CPH à Nancy. Une année elle est employeur, l'autre année elle est salariée. Donc ça alterne aussi. Ah, ça alterne aussi. On peut savoir à l'avance. Oui, non, mais on peut savoir à l'avance qui va être le président, comme vous dites, mais de toute façon, vous discutez à 4, les discussions. Le président n'a pas de voix prépondérante. Voilà, c'est ça, oui. Comme on dit. Comme vous dites bien. Oui. Voilà, c'est-à-dire que si. Mais du on coup, sent les professionnels quand même. C'est une juridiction paritaire, donc effectivement, ils peuvent se retrouver avec une opposition entre 2 salariés d'un côté et 2 salariés d'un autre. 2 conseillers, pardon. 2 conseillers d'un côté qui veulent dire oui, par exemple, et les 2 qui veulent dire non.
Et à ce moment-là, il y a un 5e juge qui se rajoute, qui est un magistrat professionnel, lui pour le coup, qu'on va appeler le juge départiteur, et qui va faire la 5e voix pour faire pencher la décision d'un côté ou de l'autre. Parce que le Conseil de prud'homme a vraiment été conçu comme une juridiction paritaire, c'est-à-dire que vous pouvez être président, votre voix ne va pas valoir 1,3 pour... Par rapport à... Oui, c'est ce voilà. que je vois, effectivement. Et alors, question, est-ce qu'on peut porter plainte contre un collègue ? Au Conseil de prud'homme ? Oui. Non. Non, c'est vraiment salarié-employeur. Oui. D'accord, un collègue qui me harcèle et tout ça. En revanche, par exemple, si vous êtes contractuelle. victime d'un harcèlement d'un collègue, que vous l'avez signalé à votre employeur et qu'il ne fait rien, vous pouvez vous plaindre de votre employeur. D'accord. Parce qu'il était censé vous protéger du comportement anormal de votre collègue de travail. Et alors, si jamais un collègue est absolument infernal avec moi et puis que je le signale pas, voilà, je peux porter plainte quelque part. Ça se joue, c'est une autre juridiction alors. À ce moment-là, si le harcèlement, c'est par exemple, si on vient sur du harcèlement, c'est aussi une infraction pénale. D'accord. Donc vous pouvez aller au commissariat de police, à la gendarmerie, pour déposer une plainte pour harcèlement contre un de vos collègues de travail si vous le souhaitez. Oui, mais ce ne sera pas le Conseil de prud'homme. D'accord. Oui, il suffit. En relisant les textes, finalement, c'est bien clair sur ce qui se passe. C'est salarié, employeur, sur des fautes bien définies, effectivement. L'employeur, sur des fautes bien définies aussi. C'est gratuit pour la juridiction. C'est payant si on prend un avocat. Les syndicats, mais des fois, ils exigent qu'on soit syndiqué. Ça, c'est encore un autre débat. Et voilà, donc, rue du Colonel Fabier, ça doit meubler vos journées, j'imagine. Un petit peu, oui. Voilà. Même les week-ends. Même les week-ends et les nuits. Voilà, maître, pareil. Ah oui, je crois qu'on ne peut pas se plaindre de notre niveau d'activité en ce moment. Bon, écoutez, voilà, je le regrette, ou je sais pas, tant mieux pour vous, et puis je le regrette si jamais il y a des conflits. Je vous remercie, parce que là, on arrive à notre temps. Je vous remercie vraiment du temps que vous m'avez accordé à l'émission. Maître, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Mes Merci. invités prestigieux, comme tous mes invités. Voilà, merci beaucoup. Et puis, il y a encore certainement beaucoup de choses à dire. On peut trouver donc sur ces tribunaux des prud'hommes sur le site .gouv, les sites officiels. Méfiez-vous des sites frauduleux. Merci à Jean-Luc pour tout ce qu'il a fait. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon retour. Et encore avec tous mes remerciements. Merci, au revoir. Bonne journée à tous. RCN, www.rcn-radio.org